Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, libre, la famille Moulin-Fournier et ses 4 enfants a été libérée. Elle était retenue en otage au Nigeria depuis le 19 février. Malgré des conditions de détention éprouvantes, les enfants vont bien. Déclaration du père à son arrivée à Yaoundé. La famille Moulin-Fournier sera de retour en France demain matin. Terminé, l'examen du texte sur le mariage pour tous est clos à l'Assemblée nationale. En attendant le vote solennel mardi, les dérapages homophobes se poursuivent. Une nouvelle manifestation des Antilles est prévue ce dimanche. Ralenti, le texte sur la sécurisation de l'emploi fait du surplace au Sénat. Il faudra peut-être attendre dimanche pour qu'il soit voté cet après-midi. Les sénateurs ont supprimé la clause de désignation sur la complémentaire santé. On en parle dans ce journal avec nos invités ce soir, la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann et le sénateur du groupe centriste Jean-Marie Van Lerenberghe. Bonsoir à tous. Les 7 Français d'une même famille, dont 4 enfants enlevés en février au Cameroun, ont donc été libérés. Ils sont fatigués mais heureux, selon Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Ils doivent quitter Yaoundé pour Paris ce soir. La France reste discrète sur les conditions de leur libération. Julie Hulin. 2 mois jour pour jour après leur enlèvement, ils sont libres. Tanguy Moulin-Fournier, employé chez GDF Suez au Cameroun, sa femme Alban, son frère et leurs 4 enfants âgés de 5 à 12 ans sont arrivés ce matin à l'ambassade de France à Yaoundé. Oui, j'ai presque les larmes quand je vous le dis. C'est vraiment, je suis trop content. On est tous tellement contents d'être revenus au Cameroun. Et je remercie vraiment son Excellence le Président Paul Biya pour avoir vraiment donné tout son appui. Et je suis vraiment trop content d'être revenu au Cameroun. Je suis contente d'être là. Les 7 otages avaient été capturés dans le nord du Cameroun alors qu'ils visitaient un parc national. Ils étaient depuis retenus au Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram. Les ravisseurs exigeaient, en échange de leur libération, celle de membres de leur groupe prisonniers au Nigeria et au Cameroun. Aujourd'hui, c'est la libération de cette famille qui était retenue depuis le 19 février dans des conditions éprouvantes. Le père de la famille me l'a encore confirmé. Il était donc nécessaire que la France, discrètement, puisse utiliser tous les contacts possibles, venant du Cameroun, venant du Nigeria. Si François Hollande a tenu à préciser que la France n'avait pas versé de rançon, les circonstances de la libération de la famille restent floues. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s'est lui envolé pour le Cameroun afin de rapatrier la famille dès samedi matin dans un avion de la République. 8 autres ressortissants français sont toujours détenus au Sahel. Alain Richard, ancien ministre de la Défense du gouvernement Jospin et sénateur socialiste du Val d'Oise, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Alors, une première réaction à cette libération? Beau travail. Beau travail, donc de la France, du Cameroun? Les diplomates sont des gens qui font des choses très variées pour défendre les intérêts du pays. Et une des choses les plus compliquées et les plus stimulantes qu'ils ont à faire, ou plutôt, contraignantes, c'est d'entrer en relation avec des gens qu'on n'apprécie pas et qu'on n'estime pas, mais avec lesquels, à un moment donné, une négociation peut s'imposer. Et certains ne sont même pas ceux avec qui on négocie, mais simplement des intermédiaires. Donc, quand on est diplomate, il faut savoir se salir les mains à bon escient. Alors vous parlez de négociation. J'ai parfaitement confiance dans la diplomatie française, je sais qu'ils savent très bien faire ça. Vous parlez de négociation. On sait que dans une vidéo diffusée fin mars, l'un des ravisseurs qui se réclamait donc de Boko Haram avait affirmé: nous ne libérerons pas les otages tant que les membres de nos familles sont emprisonnés au Nigeria et au Cameroun. Est-ce qu'il y a eu un échange? Est-ce que ça c'est possible? Pas direct, je pense. Mais après, dans chaque système judiciaire, le système judiciaire du Nigeria, que je ne connais pas dans le détail, mais qui est inspiré du système judiciaire britannique, comporte certainement aussi des marges de libération anticipée. Donc ça, on le saura dans les jours à venir. Mais pas forcément. Pas forcément, parce que la libération anticipée est peut-être dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans. Mais ça, ce sont des choses sur lesquelles, moi, je n'ai pas apporté de jugement éthique
savez, quand on est devant des situations comme celle-là, les conflits de devoirs ne sont pas simples à régler. Simplement, ce que je sais, c'est qu'il faut, et là aussi j'ai toute confiance, que les groupes qui se livrent à cela, quand ils ont certains de nos concitoyens en otage et qu'on arrive à les leur reprendre, restent des ennemis après. Et donc, les gens de Boko Haram, voilà, c'est une nébuleuse. Oui. C'est pas un mouvement organisé. Bon, les mouvements islamistes violents au nord Nigeria sont quelque chose d'assez dispersé, assez touffu. Mais ces gens-là doivent savoir qu'ils n'ont pas intérêt à se trouver en confrontation avec nous dans l'avenir. François Hollande, ce matin, a réaffirmé le principe de non-versement de rançon. Là aussi, vous pensez que la France a été fidèle à ce principe? Si le président de la République l'a dit, j'ai tendance à le croire. Alors, il y a encore Il y a en plus une bonne raison à ça, qui est que vous avez maintenant plusieurs situations, enfin plusieurs espaces régionaux en situation très troublée ou en situation d'état défaillant, et parfois les deux, où ce truc devient une industrie. Donc, si de proche en proche, y compris par intermédiaire, vous commencez à payer, vous attirez de plus en plus. Il y aura un débat lundi au Sénat pour autoriser le prolongement de l'intervention française au Mali. C'est obligatoire au-delà de 4 mois. C'est l'article 35 de la Constitution. De l'article 35 de la Constitution. Est-ce que vous pensez que cette prise d'otage-là était une des conséquences de l'intervention française au Mali? Non. C'est des gens qui font du banditisme. Alors après, ils sont une forme d'insurrection. C'est une forme de mouvement de mise en cause. Il faut savoir que le Nigeria est en réalité presque coupé en deux. Et il conserve une vie politique à peu près organisée avec des élections. Mais d'ailleurs, ce n'est pas le seul pays en Afrique de l'Ouest. Vous savez, cette situation, heureusement, nettement plus pacifique en Côte d'Ivoire. Mais vous avez une division religieuse entre le nord et le sud, et dans le nord musulman, vous avez les mouvements d'islamisme, d'agression, d'islamisme violent. Donc, ces mouvements-là, après, dans les franges, il y a des gens qui en profitent pour faire du banditisme. Quoi. Il y a encore 8 otages en Afrique. Est-ce que vous pensez que si on prolonge l'intervention au Mali, ça les met encore plus en danger? Non, malheureusement, ils étaient déjà en danger avant. L'ensemble qui s'affiche, suivant les moments, suivant les opportunités, avec l'étiquette AQMI, sont aussi des gens qui se disputent et qui se rivalisent entre eux. Donc, même s'il n'y avait pas l'intervention au Mali, dans laquelle d'ailleurs nous allons quand même pour l'essentiel transmettre le relais, ces gens-là, alors là, chez eux, il y a peut-être une ombre de justification politique dans leur mentalité à eux, enfin, qui est folle, mais c'est d'abord une industrie alors financière. Donc ils attendent de l'argent, et comme on a fait le choix c'est un choix, je crois, durable à travers les gouvernements, de ne pas payer, il faut trouver d'autres solutions. Alors il peut y avoir des marges, des angles de discussion et de vagues contreparties politiques. Ce n'est pas impossible dans le cas du Mali. Parce qu'il faut bien dire... On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Je vous le dis simplement en un mot. Merci beaucoup. Au Mali, il reste un sujet dans la solution politique dans laquelle la France n'a pas à se mêler. C'est qu'il y a deux types de populations, deux sociétés. Il faudra bien qu'ils reconnaissent les droits de chaque société, les Touaregs aussi. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce 19h. À Boston, la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver l'un des 2 suspects de l'attentat à la bombe de lundi qui a fait 3 morts et des centaines de blessés à l'arrivée du marathon. Un des 2 suspects a déjà été tué. Il s'agirait de 2 frères d'origine tchétchène et de confession musulmane. La ville est bouclée, les transports en commun sont à l'arrêt, les écoles publiques fermées, tout survol d'avion est interdit. Les députés ont terminé ce matin peu après 7h30 l'examen en seconde lecture du texte ouvrant le mariage aux couples de même sexe. La séance a été marquée par des incidents d'une rare violence. Des députés ont failli en venir aux mains. Il faut dire que le climat s'est radicalisé ces derniers jours. Fabrice Cunet.
C'est un incident rare au Parlement. En plein débat sur le texte pour le mariage pour tous à l'Assemblée nationale, les esprits s'échauffent. Bousculade, invective, une suspension de séance ramènera le calme. Un spectacle choquant qui devrait entraîner des sanctions. J'ai siégé, ça fait 25 ans à l'Assemblée nationale, dans la majorité, dans l'opposition. J'ai connu des affrontements. Mais une agression physique qui en plus visait un tiers, qui était un fonctionnaire, avec une telle violence, je n'ai jamais vu ça. Franchement, je pense qu'il faut reparler de ce qui s'est passé et s'il y a des initiatives à prendre, je sais que Claude Barthelone va le faire. Malgré une nouvelle mobilisation de 2 à 3 000 opposants au projet, le texte est finalement adopté au petit matin. Le vote solennel aura lieu mardi. Reste l'écueil du Conseil constitutionnel. Moi, je ne considère pas qu'il y ait de risque. De toute façon, s'il y avait tel ou tel élément qui serait jugé contraire à la Constitution, eh bien, il ne pourrait être promulgué et il faudrait relégiférer. Mais c'est quelque chose d'habituel. C'est le volet adoption du texte qui pourrait entraîner sa censure. Le gouvernement parie, lui, sur une décision favorable et une promulgation autour du 20 mai, soit quelques jours avant la grande mobilisation annoncée des opposants à ce texte, prévue, elle, le 26. Le texte sur la sécurisation de l'emploi en débat au Sénat depuis mercredi fait du surplace. Il faut dire que plus de 650 amendements ont été déposés, la plupart venant du groupe communiste. Le vote pourrait avoir lieu dimanche tard dans la nuit. Résumé de la journée, Jérôme Rabier. Il aura fallu plus d'une journée de débat pour que le premier article du texte soit enfin adopté. Il crée l'obligation d'une complémentaire santé pour tous les salariés financés au moins 50% par l'entreprise. Mais son application a été modifiée par un amendement UMP adopté grâce à l'abstention des Verts. Alors que le gouvernement souhaite qu'un seul organisme de complémentaire santé puisse être choisi par secteur professionnel, cet amendement prévoit de laisser le choix à l'entreprise. La moindre des choses devant de tels enjeux financiers, c'est d'ouvrir une concurrence totale pour tous les organismes. C'est ce que nous avions souhaité et ce que ce Sénat, dans sa sagesse, a adopté. Une disposition qui a profondément énervé Michel Sapin, qui souhaite que l'accord ne soit pas touché et qui l'a fait savoir immédiatement à la Haute Assemblée. Je ne souhaite pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la position du gouvernement. Et donc je suis obligé dès maintenant de vous dire, dans le respect de chacun, que je demanderai sur ce point une deuxième délibération. Car sur ce point, ça n'est pas possible de laisser croire à l'extérieur que cette situation pourrait perdurer. Les sénateurs devront donc se prononcer de nouveau sur ce point et le gouvernement espère convaincre d'ici là les écologistes de revoir leur vote. Avec des communistes qui défendent pied à pied leurs amendements, c'est bien à la gauche du gouvernement que ce texte présenté comme historique fait grincer des dents. 252 € en moyenne. Et pour parler de ce thème de la sécurisation de l'emploi, nous accueillons ce soir sur ce plateau Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur UDI-UC du Pas-de-Calais, et notre chroniqueuse Tam Tranui. Alors Tam, on voit toute la difficulté avec l'examen de ce texte qui a été voté à l'Assemblée et qui est actuellement en débat au Sénat, la difficulté de transcrire cet accord dans la loi. Effectivement, première difficulté, ce projet de loi, comme vous l'avez dit, c'est la transcription de l'accord signé le 11 janvier dernier par le patronat et 3 syndicats, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Manquent les signatures de 2 syndicats et pas des moindres, la CGT et FO, qui n'ont pas manqué de manifester effectivement leur désaccord depuis le début de l'examen du texte au Sénat et auparavant à l'Assemblée. Disons que c'est la première difficulté. La deuxième, c'est que le gouvernement s'est engagé à toucher le moins possible au terme de l'accord, sans quoi l'un des signataires pourrait effectivement prendre ombrage. Le problème, c'est que les parlementaires veulent faire leur travail, c'est-à-dire discuter, amender les textes. Et là, ils ne sont pas toujours les bienvenus. On en a eu un exemple aujourd'hui. On l'a vu dans le reportage de Jérôme Rabier sur la clause de désignation, un amendement UMP. Michel Sapin, le ministre du Travail, a d'ailleurs averti. Une seconde délibération va être demandée et cette fois-ci, les écologistes n'ont pas intérêt à s'abstenir. Enfin, troisième difficulté, inhérente à l'accord même, c'est du donnant-donnant entre syndicats et patronat. D'un côté, on prévoit plus de flexibilité pour les entreprises avec la mesure phare, les accords de maintien dans l'emploi. À cela s'ajoute la mobilité interne et des procédures de licenciement revues. En contrepartie, il y a de nouveaux droits pour les salariés, accès élargi aux mutuelles, droits rechargeables au chômage, formation, bref, une flexi-sécurité équilibrée pour les défenseurs du texte, mais qui avantage plus les entreprises selon les opposants. Le résultat, un projet de loi
Paradoxal puisqu'il est porté par le Parti socialiste, vu avec bienveillance à droite par l'UMP et les centristes, tandis que parmi les alliés traditionnels du Parti socialiste, eh bien, on fronce les sourcils. Par exemple, l'écologiste Jean-Vincent Placé observe, je cite, un déséquilibre flagrant entre les avancées et les reculs du texte. La preuve, elle est irrévocable. Le MEDEF s'est réjoui des termes de l'accord. Quant aux communistes, ils dénoncent une véritable régression sociale. Merci beaucoup, Tam. Alors, on va débattre de ce texte. Marie-Noëlle Lienemann, on connaît votre position qui est, il faut rappeler, minoritaire au sein du groupe socialiste ici au Sénat. Vous avez annoncé que vous alliez voter contre ce texte. Est-ce que néanmoins, depuis 3 jours et les débats dans l'hémicycle, il y a peut-être des avancées qui vont vous faire changer d'avis ce soir? Non, non. D'abord parce que le gouvernement a dit clairement, il l'a montré à l'Assemblée, qu'il n'avait pas envie de changer l'équilibre du texte. Or, justement, je trouve que cet équilibre n'est pas satisfaisant. Je souligne l'état d'esprit très constructif du gouvernement dans le dialogue, mais pas pour changer les positions. C'est déjà important parce que on voit bien aussi que toute une série de sujets qui sont évoqués pourraient être traités dans d'autres textes à l'avenir. C'est le cas par exemple pour la formation, on l'a vu sur l'élargissement des protections sociales. Et donc tout n'est pas simplement sur le texte lui-même, c'est un dialogue sur la situation sociale des Français. Néanmoins sur le fond, je conserve les désaccords que j'ai et je ne crois pas que Michel Sapin bougera sur ces désaccords. Jean-Marie Van Lorenberg, vous au contraire, a priori vous allez voter ce texte à condition qu'il respecte l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel. C'est en bonne voie, vous avez de quoi vous réjouir. Un amendement UMP, Tam l'a dit, soutenu par les centristes, a été adopté ce matin. Oui, nous sommes favorables à l'accord national interprofessionnel, totalement. Il va tout à fait dans le sens de notre philosophie portée par toutes les formations centristes depuis la guerre. C'est-à-dire qu'on prône le dialogue social, la démocratie sociale, que nous sommes favorables à la participation dans l'entreprise, et tout ça est dans l'accord. Donc pour nous, c'est un très bon accord qu'il ne faut pas détricoter. Donc il y a ce petit problème sur la complémentaire santé. Nous sommes pour la complémentaire santé, qui est un droit supplémentaire qui est octroyé aux salariés, à tous les salariés, avec une participation de leur employeur. Ce qui n'est pas dans l'accord, c'est la clause de désignation, c'est-à-dire de désigner un opérateur dans une branche. C'était une revendication. C'est la haute autorité de la concurrence qui a demandé qu'on remette un peu de transparence, parce que je dois dire que il y a des intérêts là dans cette affaire et donc il y a conflit d'intérêts. J'estime que dans le contexte actuel, le ministre serait bien inspiré de maintenir cette clause de désignation. J'étais prêt à un compromis en disant désignation, oui, mais pas d'un seul organisme. Recommandations, mais pas d'un seul. Donc nous avons fait passer d'ailleurs un amendement dans ce sens aussi. Donc on va voir ce qu'il en résulte. Vous avez l'air d'être d'accord sur ce point. Moi je suis d'accord avec le gouvernement. Ouais. Je pense que non, pas le seul. C'est la clause de désignation, elle a un côté positif parce qu'elle permet de mutualiser à l'intérieur d'une branche entre des entreprises qui pourraient avoir par exemple beaucoup de salariés assez âgés qui donc en termes assurantiels sont plus risqués entre guillemets, et des entreprises où il y a beaucoup de jeunes qui sont entre guillemets moins risqués. Donc le fait de choisir dans une même branche un organisme paraît une bonne chose. Simplement, la concurrence peut avoir lieu avant, la transparence, Michel Sapin a rappelé qu'il y était attaché, elle peut avoir lieu avant puisque la branche elle-même doit examiner des possibilités différentes en toute transparence sur les offres qui sont faites par les différents organismes. J'insiste peut-être pour compléter, M. Van Lorenberg, c'est que c'est là, si je suis d'accord sur cette clause, c'est là qu'on voit la limite du dispositif. Moi, personnellement, je pense qu'à partir du moment où on élargit le droit à la mutuelle pour tous, entre guillemets, progressivement, en tout cas pour tous les salariés, la vraie question qui est posée, c'est qu'il est temps d'élargir le socle des remboursements par la sécurité sociale, parce que si c'est pour que tout le monde paye par des mutuelles, ce qu'il pourrait avoir par la sécurité sociale qui coûte moins cher, me paraît une chose meilleure. Il faut à ce moment-là changer le financement aussi de la sécurité sociale, dont on sait et on connaît le déficit. Oui, nous nous y employons d'ailleurs, parce qu'au sein de la Commission des affaires sociales du Sénat, on travaille sur ce point. Mais je reviens sur la clause de désignation. C'est pas parce qu'il y aurait 2 organismes avec les mêmes obligations de mutualisation que ça changerait quelque chose. Je pense que ça serait même stimulant
pour le suivi, pour la mise en œuvre de ces clauses. On voit qu'il y a des points de friction. On a parlé de la complémentaire Oui. santé. On sait qu'il y a aussi, il y aura des débats certainement animés au Sénat sur les accords de maintien dans l'emploi, sur les licenciements. Voilà. Est-ce que ce soir, vous avez l'impression, Marie-Noëlle Lienemann, que la gauche fait un cadeau au patronat avec ce texte ? Ah, bah oui, moi je pense que c'est déséquilibré en faveur du patronat. Je reprends l'exemple de la mutuelle santé, parce que comme beaucoup l'ont déjà dit, nous pensons que les accords de maintien dans l'emploi ressemblent aux fameux accords flexibilité de Sarkozy. On ne va pas rentrer dans le détail technique, parce que c'est assez technique. Nous pensons aussi qu'on peut plus facilement licencier, contrairement à ce que certains disent. Mais je donne l'exemple. Vous l'avez très bien dit, dans le discours du gouvernement, il y a le côté positif des nouveaux droits, le côté plus compliqué, de la flexibilité, bon, bref. Sauf que regardez dans les nouveaux droits. On nous dit les mutuelles de santé, la généralisation de la mutuelle, c'est positif. Mais qui la paye ? La moitié par les salariés, l'autre moitié théoriquement par les entreprises. Mais actuellement, c'est les salariés qui la payent totalement. Oui, non, en mais tous les cas, on voit que ça fait débat et on aura l'occasion d'en reparler. C'est 2 milliards que l'État va payer. C'est-à-dire, grosso modo, les entreprises ne vont payer que un quart ou un tiers. Du coup, donc on aura l'occasion d'en reparler. Ils ont une défiscalisation, effectivement, mais qui est vraie déjà, qui est en pratique déjà. Mais d'accord, mais ça veut dire qu'elle ne faut droit à tous les salariés. C'est les salariés qui vont prendre le gros du paquet avec l'État. Donc c'est pas un cadeau du patronat, parce qu'à contrario, on met de l'autre côté. Madame Lienemann, si on vous aura permettez, un dernier mot parce que le temps nous est compté. Je crois que c'est très important. Le cœur, c'est pas la complémentaire santé, c'est le maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, il faut sauver l'emploi. Moi, je ne sais pas si cet accord va créer des emplois, mais je suis sûr qu'il va en sauver beaucoup. Et c'est ça l'essentiel. Merci d'avoir été les invités du 19h. On vous réinvitera et on vous laisse retourner dans l'hémicycle car le débat continue tout au long de ce week-end. Comme chaque vendredi, nous revenons sur les temps forts de l'actualité au Sénat avec Nadia Belromari. Bon, bah on revient. Le Sénat l'avait retoqué 2 fois, en janvier et mars. Lundi, il a rejeté en dernière lecture la réforme électorale portée par Manuel Valls. En cause, le cœur du texte, le scrutin binominal paritaire qui devait permettre d'élire dans chaque canton, dès 2015, un binôme homme-femme. Les sénateurs socialistes ne peuvent pas accepter que ce dispositif important, sur lequel nous sommes battus, sur lequel nous sommes attendus, soit retiré du texte. Aussi, même si, bien sûr, nous soutenons le gouvernement et nous le soutenons dans sa démarche pour faire aboutir in fine le texte à l'Assemblée, nous ne pourrons pas voter le texte ce soir puisque cet article 2 n'y est pas. Depuis, le Parlement a définitivement entériné le texte, mais il devra encore passer le cap du Conseil constitutionnel. La commission d'enquête sur la lutte contre le dopage poursuit ses auditions. Depuis lundi, sportifs ou dirigeants ont donné leur avis sur la lutte antidopage avant la loi cadre prévue avant la fin d'année. Pour Bernard Amsalem, trop de tricheurs se cachent derrière le secret médical. Il faut donc le lever. Dans certaines situations, le secret médical, c'est une façon de protéger l'athlète. C'est de savoir qui se dope et de ne pas le dire. Pour d'autres, il faut uniformiser les sanctions entre les sports. Je ne suis pas dans la délation. C'est pas ma philosophie. C'est pas voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous constaterez, vous ferez l'état des lieux, vous verrez que sur des no-show, il y en a qui ont moins. Mais par contre, en athlée, on prend beaucoup. Ça, c'est sûr. Il préconise la création d'une juridiction spécialisée et indépendante. Actuellement, les fédérations traitent leurs cas en interne pour sanctionner leurs athlètes. La mission sur la filière viande continue ses auditions après l'affaire Spanghero qui avait fragilisé la confiance des consommateurs en vendant de la viande de cheval pour du bœuf. Mercredi, elle a entendu l'UFC Que Choisir. La preuve par l'exemple qu'il existe bien des lacunes. Vous voyez ici, là on est sur un carpaccio, donc c'est un produit transformé au sens de la réglementation européenne. Il n'y a pas d'obligation d'indication de l'origine, elle n'est donc pas donnée, donc le consommateur ne peut pas savoir d'où vient cette viande. Vous voyez, on voit ici viande bovine. Et c'est tout. La semaine prochaine, ce sera au tour des filières viande de France Agrimaire et de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes d'être entendus. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et très bon week-end.
Préserver un poumon vert en plein cœur de l'Île-de-France, c'est le combat que mène Christian Cambon dans le Val-de-Marne. Aux côtés des maires du plateau Briard, il se bat pour lutter contre l'urbanisme rampant. Cours d'eau limpide, clocher rural, ferme et basse-cour, on jurerait être au fin fond de la province et pourtant le plateau Briard n'est qu'à 20 km de Paris. Les 6 communes de la zone ont bataillé depuis des décennies pour préserver ce patrimoine unique dans la région. Je suis tombé amoureux de ces villages et je pense que c'est vraiment là où le rôle du maire est très important. Nous menons des actions de sauvegarde lorsque les plans d'urbanisme sont trop dangereux. À l'époque, c'était des dizaines de milliers de logements que l'on voulait réaliser sur ce plateau Briard, qui aurait concerné non seulement Périgny, mais toutes les autres communes. Et on aurait au jour d'aujourd'hui une banlieue anonyme comme nous en avons tant, comme nous en avons trop. Une banlieue anonyme, le sénateur veut nous en montrer une. Et pas besoin d'aller très loin, il nous emmène à 2 km de là, juste au pied du plateau Briard, où commence le département voisin de l'Essonne. On a fait 5 minutes de voiture et on a plongé dans un autre univers, l'univers de la banlieue qui a, de mon point de vue, perdu beaucoup de son âme dans une densification, en tous les cas une urbanisation qui a fait perdre un peu de son charme. Le contraste est d'autant plus saisissant que de retour dans la commune voisine de Périgny, nous tombons sur des champs à perte de vue. Voilà ce qu'il faut sauver. Oui. Le village de Périgny s'étale sur 270 hectares, dont 170 sont consacrés à l'agriculture et au maraîchage. Nous sommes le dernier poumon vert du Val-de-Marne. C'est un département totalement urbanisé, on va dire, et il ne reste plus que le plateau Briard comme poumon vert du secteur. Les terres de la Brie font partie des terres les plus riches de France. Le maraîchage était quelque chose aussi de nécessaire, et on le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens à nourrir, donc il faut cultiver, il faut faire des légumes notamment pour les nourrir. Protéger les zones agricoles pose un problème. Les élus se heurtent à l'obligation de respecter les quotas de logements sociaux. La loi SRU oblige ces communes à en construire 25% d'ici 2025, sous peine d'amende. Pour Périgny, l'effort se fait par petites touches, comme ici dans cette ferme réaménagée. Mais aux yeux du maire, l'objectif est impossible à tenir. Il faudrait adapter la loi. Nous ne sommes pas contre évoluer, nous ne sommes pas contre faire des logements sociaux, mais on ne peut pas comparer une commune comme Périgny, qui en plus nous n'avons pas de moyens. Parce que augmenter notre population, ça veut dire construire des équipements nouveaux. Si à partir du moment où on va être obligé de construire, il va falloir qu'on construise une nouvelle école, des nouveaux locaux associatifs. Et là, personne n'est là pour nous donner de l'argent. Pour les écologistes du plateau Briard, certaines communes, comme Santeny, ont la possibilité de répondre aux exigences de la loi. Mais selon eux, les maires préfèrent attirer les familles aisées et craignent les logements sociaux. Ils ont peur qu'il y ait des logements avec des étrangers qui s'installent, qui envahissent le pays, alors que ces communes-là ont beaucoup de demandes de logements sociaux. Les jeunes qui sont là et qui vivent bien là, avec 1200, 1500 euros, ils ne peuvent pas se payer les pavillons de Santeny à 200 000 ou 300 000 euros, c'est pas possible. Je trouve qu'à Santeny, c'est le summum du ghetto de riches. Paris, le Val-de-Marne, et là on est Boissy-Saint-Léger, la forêt de Notre-Dame, on est à Villecresnes, on est là. On ne demande pas de faire que du logement social, mais on demande d'en faire quand même un minimum pour que la population puisse se stabiliser. La principale ville du plateau Briard, Villecresnes, avec ses 10 000 habitants, dispose d'une plus grande marge de manœuvre et la municipalité a pris les devants en matière de logement. Le projet en cours, au Bois d'Auteuil, en prévoit 350, dont 40% de logements sociaux. Mais le maire assure qu'il ne peut pas réaliser le taux de 25% exigé par la loi. Je n'ai pas l'espace. On peut atteindre 17-18%. Au-delà, ça me paraît assez fou. C'est la limite de l'acceptable pour rester ce que nous sommes.
On peut densifier, mais ce n'est pas ce que souhaite la population. Christian Cambon redistribue chaque année l'essentiel de sa dotation parlementaire pour ce genre de projet qui représente, selon lui, l'avenir de l'urbanisme dans la région. Ça, je pense que c'est ce nouveau modèle d'une génération d'élus qui ne veut plus se laisser imposer une urbanisation démente ou en tous les cas inhumaine, mais qui veut au contraire contrôler son développement. Et ça me semble vraiment un point positif.